Bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage vers une destination qui fait rêver les petits et les grands, qui est donc le Pérou. Au cours de cette présentation, je vais commencer par vous présenter mon agence, qui est donc Terra Pérou. Ensuite, je vais vous parler de la destination. Et puis, je vais vous détailler le programme d'un voyage de 2 semaines, un voyage idéal pour découvrir les essentiels du Pérou. Donc, commençons par le début. Terra Pérou, qui sommes-nous ? Nous sommes une agence réceptive locale spécialisée dans la conception de voyages sur mesure, conçus dans le respect des populations, du patrimoine et de l'environnement. Terra Pérou, donc de son nom d'origine Terra Andina Pérou, est né en 2001, juste après la création de Terra Bolivia. Donc on peut dire qu'on est la deuxième agence historique du groupe Terra. Aujourd'hui, nous sommes une équipe franco-péruvienne de 4 personnes. Donc, nous avons Vicky, la gérante, qui est péruvienne, enfin la directrice. Nous avons Shirley, qui est aussi péruvienne. C'est plutôt avec Shirley que vous allez échanger, puisque c'est elle qui gère les demandes B2B. Ensuite, il y a Alejandro, péruvien, qui va s'occuper de toute la partie comptabilité, relations avec les prestataires, facturation et tous les documents de voyage. Et puis moi, donc Camille, qui suis arrivée en 2018 à l'agence Terra Pérou en tant que conceptrice voyage B2C. Et puis, puisque la pandémie nous a mis un petit peu quelques bâtons dans les pieds en 2020, j'ai commencé à toucher un peu à la communication et puis aujourd'hui à la RSE. Voilà. Nos bureaux sont installés à Lima, pour les connaisseurs, dans le quartier de Miraflores, donc on est sur les bords du Pacifique. Terra Pérou, pourquoi me choisir comme partenaire DMC ? Alors, jusque-là, vous allez vous dire, bon, encore une agence réceptive sur le Pérou. Mais bon, si vous regardez ce webinaire, c'est que soit vous êtes intéressé par le Pérou, soit vous cherchez un nouveau DMC au Pérou. Donc, c'est maintenant à moi de me démarquer de la concurrence. Donc, premièrement, nous sommes une équipe extrêmement qualifiée et hautement spécialiste du marché francophone. Le profil francophone pointilleux, exigeant, on le connaît bien et on le gère bien. Nous disposons d'une ligne téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet de garantir donc à nos voyageurs un contact constant en cas d'urgence en voyage. Nous sommes proactifs. Nous anticipons et nous gérons les imprévus en cas de problème. Et si vous suivez un petit peu les news au Pérou, on est quand même plutôt chanceux niveau imprévu. Et donc, d'où pourquoi la très grande importance d'avoir une agence réceptive locale de confiance, prête à se rouler les manches en cas de souci au Pérou. Nous connaissons tous les recoins du Pérou. Nous partons plusieurs fois par an en voyage de reconnaissance pour aller tester hôtels, expériences, guides, dénivelés, etc. Il n'y a pas une seule expérience, il n'y a pas un seul prestataire que nous ne connaissons pas personnellement. Et ça, vraiment, c'est la garantie que nous mesurons constamment la qualité de nos prestations. Nous maintenons des relations de confiance avec nos prestataires. Pour certains, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Donc, ça fait déjà plusieurs générations. C'est ce qui nous a permis de tisser des liens. Et un petit peu comme à notre image, on est une agence assez petite. On a une très forte cohésion. On a une très bonne relation avec tous nos prestataires. Donc, nous avons un catalogue d'expériences extrêmement riche et varié. On a pu organiser par le passé des voyages très spécifiques, voire un petit peu thématiques. Par exemple, des voyages pour des ornithologues, des voyages spirituels, des voyages gastronomiques, etc. Et bon, si vous avez encore un petit peu des doutes, je vous invite à aller voir sur Google ou même sur notre site internet les avis de nos derniers voyageurs. Voilà, on les publie dès qu'on en reçoit. Le Pérou en 10 raisons. Je pense que ça va pas être très difficile de vous convaincre, mais on va avoir ces 10 raisons. Point numéro 1, la diversité des paysages. En voyage, on aime les dépaysements et c'est souvent la première des sensations que l'on ressent quand on arrive dans un pays. Et le Pérou, c'est une destination qui est unique au monde puisqu'on a vraiment toutes les géographies et on a de tous les paysages. On va avoir la costa, la sierra, los Andes et le désert. De l'équateur au Chili, c'est un long désert qui borde tout le Pacifique et c'est quand même assez impressionnant de voir ces grandes dunes de sable qui plongent dans l'océan. Attention par contre, on est très loin des Caraïbes. L'océan Pacifique n'est pas un océan avec eau cristalline et cocotiers. C'est un océan qui est assez agité et qui est beaucoup plus propice aux sports nautiques comme le surf et le kitesurf. Ensuite, le Pérou est traversé dans toute sa longueur par les Andes.
la célèbre cordillère avec des sommets à plus de 6000 mètres d'altitude, mais il y a aussi tous les hauts plateaux andins qu'on appelle donc les altiplanos qui rejoignent la Bolivie, qui traversent le Pérou, la Bolivie et puis une partie du Chili. Et ce sont des paysages qui sont donc pelés sans arbres. Et puis après, on retrouve de l'autre côté de la cordillère des Andes l'Amazonie qui va être très riche avec une faune et une flore très dense. Point numéro 2, son histoire. C'est un pays qui est extrêmement chargé d'histoire. On n'en retient aujourd'hui que les Incas, mis en avant par la conquête espagnole, mais les Incas ne représentent qu'une infime partie de l'histoire du Pérou. Avant ce grand empire, il y a eu de nombreuses civilisations pré-Incas, desquelles il est encore possible de visiter les ruines aujourd'hui, des pyramides, des huacas, des constructions hydrauliques. On a retrouvé de nombreuses momies et puis voilà beaucoup de pièces en or de céramique. Donc et par la suite, il y a aussi toute l'histoire de la colonisation espagnole. Point numéro 3, voir une merveille du monde, le Machu Picchu. Voilà, le Machu Picchu, c'est un rêve qui n'a pas d'âge. C'est un rêve qui peut facilement être réalité si on vient au Pérou. Donc, redécouvert en 1911 par l'explorateur Hiram Bingham, le site est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO et est depuis 2007 considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Point numéro 4, on va rester dans la même lignée des rêves les plus flous. Nous avons le lac Titicaca. Il est donc le lac navigable le plus haut du monde, à ses 3800 mètres d'altitude. C'est vraiment un petit coin de paradis hors du temps. La couleur de l'eau, elle est d'un bleu qui fait envier la Méditerranée, bon, avec quelques degrés en moins. Sur les berges et les îles, on y traverse des petits villages où les traditions ancestrales, les traditions et les coutumes sont encore préservées aujourd'hui. Et quand le temps est dégagé, on peut même apercevoir la cordillère royale en Bolivie. Point numéro 5, la gastronomie. Le Pérou est la destination gastronomique avec Lima comme capitale. C'est le pays par excellence. On a une variété, une qualité d'ingrédients qui, du fait de sa diversité géographique finalement, accumulée avec cette fusion des cultures. Et c'est ça qui vraiment fait la force de la gastronomie péruvienne. Le restaurant central, situé à Barranco, était numéro 1 sur la célèbre liste des 50 World's Best Restaurants plusieurs années consécutives. La liste 2024 vient de sortir et vous pouvez d'ailleurs voir que de nombreux restaurants péruviens sont dans le top 50 mondial et le top 50 Amérique latine. Point numéro 6, découvrir des traditions ancestrales. J'en parlais plus tôt, mais en voyage, on aime être dépaysé. Et donc, en plus des super paysages, le Pérou est un pays qui maintient encore de nombreuses traditions et coutumes ancestrales. Dans les Andes, par exemple, on pratique encore les offrandes aux apus, qui sont les montagnes, ou à la Pachamama, la terre-mère. Ils gardent encore des pratiques agricoles d'un autre temps. Notamment avec la déshydratation de la pomme de terre. Et après, ils ont encore des systèmes de conception de bateaux, comme les bateaux Totora sur la côte, ou des maisons en adobe. Point numéro 7, c'est une destination qui est accessible les 12 mois de l'année. C'est un pays qui est si grand, il y a tellement de climats différents d'une région à une autre qu'il est possible d'y voyager, peu importe le mois. En Amazonie, globalement, il fait chaud et humide, donc du soleil et de la pluie tout au long de la nuit. C'est le principe de l'Amazonie. Sur la côte pacifique, au nord et au sud, il y a une météo ensoleillée toute l'année, bien que les mois les plus chauds soient de décembre à avril, et c'est vraiment sur ces quelques mois-là qu'on peut profiter maillot de bain de jour comme de nuit. Sur le reste de l'année, le soir, il faut commencer à mettre un petit pull, mais bon, on a du soleil toute l'année, c'est le principal. Sur l'altiplano et dans les Andes, il faut vraiment distinguer 2 saisons, la saison des pluies de la saison sèche. La saison sèche, elle va s'étendre de avril à octobre. Alors avec le changement climatique, ça peut varier de quelques mois, mais principalement saison sèche d'avril à octobre et saison des pluies de novembre à mars, avec le pic de la saison des pluies sur les mois de février et mars. Et sur Lima, alors de son surnom Lima la grise, il fait très souvent gris, voire brouillageux de juin à novembre, et puis après un bel ensoleillement sur notre été, donc de novembre à avril.
Son accessibilité, voyager au Pérou, finalement, c'est plutôt simple. Il n'y a pas de visa nécessaire, il n'y a pas de vaccin à faire et il y a de nombreuses lignes aériennes qui proposent des vols directs. Air France, nous avons le vol Paris-Lima, Iberia Madrid-Lima, KLM Amsterdam-Lima, Air Transat, c'est une nouvelle ligne Montréal-Lima et puis bon, après on a d'autres compagnies aériennes avec Air Europa, LATAM, Air Canada qui vont proposer des vols avec escale. Et finalement, un vol direct, c'est quelque chose à privilégier. Point numéro 9, des infrastructures touristiques. Le Pérou a de très bonnes infrastructures. En hôtellerie, ça va du chez l'habitant à des hôtels relais châteaux. En moyen de transport, on a un très très bon réseau de bus de nuit, ultra confortable avec du Wi-Fi à bord, des sièges qui sont inclinables à 160 degrés. On a un bon réseau aérien aussi, donc nous on travaille principalement avec la compagnie aérienne LATAM. On a du train, on a du bateau et j'en passe. Niveau restauration, j'en ai déjà parlé. On a pour tous les budgets et tous les goûts. Et au niveau des guides, on a de très bons guides francophones. Et pour cela, les alliances françaises ont fait du bon boulot dans les années passées. Et le dernier point, c'est un pays accessible pour tous les profils de voyageurs. Couple, amis, seniors, famille avec enfants, ados. Il est vraiment possible de concevoir des voyages pour tous les âges, tous les goûts, tous les conforts et toutes les conditions physiques. Le Pérou n'est pas uniquement un pays andin où on randonne non-stop. On peut vraiment prévoir une découverte du Pérou confortable. Et ça nous est même arrivé par le passé d'organiser un voyage pour une personne à mobilité réduite. Donc, ce n'est pas un frein. Maintenant, je vais vous présenter un circuit découverte du Pérou sur une durée de 2 semaines. C'est un voyage qui a un bon mélange de paysages, de rencontres, de gastronomie, ruines, civilisation, donc un premier panorama du Pérou. Selon l'agencement du programme, il peut y avoir 1 ou 2 vols domestiques. Et pour un voyage semblable, il faut considérer un budget approximatif à partir de 2 300 $ par personne. Ça peut être moins, comme ça peut être beaucoup plus en fonction de vos attentes pour ce voyage. Pour situer l'itinéraire, celui-ci va se dérouler sur la partie sud du Pérou. C'est là vraiment que se concentrent les points, les intérêts touristiques les plus connus, bien que le nord est une région qui est aussi très très intéressante, que je propose principalement à mes voyageurs qui sont passionnés par l'archéologie, parce qu'on va vraiment se concentrer sur les civilisations pré-incas et ce sont beaucoup de musées. On a beaucoup de diversité de paysages, mais voilà, pour ce premier itinéraire, on va se concentrer sur le sud. Je vais détailler donc au jour le jour comment se déroule ce voyage. Donc sur le premier jour, c'est l'arrivée du vol international. Généralement, quand on arrive d'Europe, les vols arrivent en milieu voire fin d'après-midi. Il y a toujours une personne qui vient vous accueillir à l'aéroport, une personne francophone, si vous êtes francophone, et qui va vous remettre donc vos documents de voyage et puis tous les tickets qui vont vous être utiles pour la suite du voyage. De là, cette personne vous emmène jusqu'à votre hôtel qui va être situé soit dans le quartier de Barranco, c'est un quartier artistique et bohème situé sur les bords du Pacifique. Ça garde encore beaucoup d'architecture coloniale, donc ça plaît plutôt. Ou bien sur Miraflores, qui est le quartier voisin, qui est un quartier beaucoup plus moderne, mais aussi sur le bord du Pacifique. Il ne faut surtout pas aller dormir dans le centre historique. On pourrait penser que voilà, loger dans le centre historique est beaucoup mieux, mais voilà, c'est pas un quartier qui est très sécurisé. Donc nous, on vous recommande Barranco au Miraflores. Les voyageurs qui arrivent un peu tard le soir et qui prennent un vol dès le lendemain matin, pour éviter de se mettre sur le trafic d'une capitale, ce qu'on peut faire aussi, c'est de loger à l'hôtel qui est situé dans l'enceinte de l'aéroport. Voilà. Et ça vous évite les 2 transferts. Jour 2. Donc ce matin-là, on va commencer par faire une visite guidée de la capitale. Alors celle-ci peut se faire à pied, elle peut se faire en véhicule privé ou en transport en commun. Généralement, on fait un de ces 3 quartiers, soit le centre historique, soit Barranco, soit Miraflores. Ça donne une visite de 3 à 4 heures. C'est toujours avec un guide privé, sauf si vous décidez de garder la matinée libre pour que vos voyageurs puissent se promener en toute autonomie. L'après-midi, on prend un vol pour Arequipa. C'est un vol d'environ 1h20. Et d'Arequipa, donc on vient vous chercher à l'aéroport et on vous amène à votre hôtel.
Moi, j'aime bien faire dormir mes voyageurs 2 nuits d'affilée sur Arequipa pour avoir une meilleure acclimatation possible, puisque de Lima, situé au niveau de la mer, on passe à Arequipa à 2335 mètres avant de monter en altitude. Jour 3. Idem que la veille, donc on va passer la matinée à faire une visite guidée d'Arequipa, la fameuse ville blanche, ville coloniale qui se démarque par son architecture en pierre volcanique blanche. C'est une ville qui est entourée de volcans, donc on a un panorama qui est assez impressionnant. Cette visite, elle se fait à pied, toujours. Et donc, on visite le couvent de Santa Catalina, la place d'Armes, et un petit peu, selon le profil de nos voyageurs, le guide peut décider de les emmener soit au marché de San Camilo, soit faire d'autres cloîtres et églises, soit se promener dans les rues. Enfin voilà, c'est un petit peu en fonction du profil des voyageurs. Et l'après-midi, moi, j'apprécie la laisser comme temps libre. Ça va permettre aux voyageurs de se reposer. On n'est qu'au 3e jour de voyage, donc on a encore un petit peu le décalage horaire. Et puis déjà, à 2335 mètres, certaines personnes peuvent ressentir les effets de l'altitude et préfèrent se reposer. Jour numéro 4. On va partir d'Arequipa pour se rendre dans le canyon du Colca. Le Colca qui est un des canyons les plus profonds du monde. Pour ça, on va commencer à monter en altitude puisqu'on va passer un col à quasiment à 5000 mètres et puis nous allons redescendre à 3635 mètres dans le Colca. Le Colca, donc on va traverser l'altiplano péruvien, donc ce sont ces hauts plateaux andins où il y a beaucoup de lagunes. On voit très souvent en route des groupes de vigognes sauvages et donc les fameux volcans. Le trajet d'Arequipa à Colca prend environ 3h30, un peu plus si on fait plus d'arrêts photo en route. Il peut se faire soit en véhicule privé, donc avec un chauffeur et un guide, soit dans un van. On a cette possibilité de proposer donc ce trajet en semi-privé, semi-groupe, puisque c'est un van de 13 personnes, c'est assez petit, et c'est toujours accompagné par un guide francophone et anglophone. On arrive dans le Colca et l'après-midi, on a différentes options. Les personnes qui se sentent mal ou qui se sentent fatiguées et qui ont besoin de s'acclimater, on peut laisser du temps libre pour qu'ils se reposent à l'hôtel. S'ils veulent aller se promener autour de l'hôtel, s'ils veulent profiter des bains thermaux du village, c'est possible. Autrement, ce qu'on aime proposer, nous, c'est d'arriver et d'aller déjeuner chez l'habitant, dans le village de Coporaque. Et puis l'après-midi, on le passe avec la famille, donc dans les champs, pour en savoir un petit peu plus sur l'agriculture. On peut y faire de la randonnée et il y a aussi des bains thermaux dans le village de Coporaque qui sont super. Ils sont à ciel ouvert, en bordure de la rivière. C'est une belle expérience. On rentre dormir soit dans le village de Chivay, soit dans le village de Yanqué. Chivay est un village plus grand que Yanqué et par défaut plus touristique aussi. Il y a peut-être un peu plus de restaurants. Voilà, donc en fonction des intérêts et du profil des voyageurs, on peut choisir un village ou l'autre. Jour numéro 5, on reste dans le canyon du Colca, toujours à 3635 mètres, en moyenne, puisque ça peut être un peu plus, un peu moins. On part tôt ce matin pour se rendre à la Croix du Condor, qui est donc un point de vue panoramique sur le fameux canyon. Donc c'est de là qu'on voit toute l'envergure, toute la profondeur du canyon. Et le matin, généralement, on peut assister au vol de condor. Le condor, donc c'est le fameux oiseau du Pérou, un des symboles. Pareil, donc cette excursion, elle se fait soit en véhicule privé si on a décidé de partir en véhicule privé depuis Arequipa. Et si on a décidé de partir en van, dans ces cas-là, tous ces trajets se maintiennent avec les mêmes 13 personnes et le même van avec le guide francophone. L'après-midi, idem, soit repos et acclimatation, soit on peut proposer des randonnées de 3 heures, parfois un peu plus. Pourquoi je préfère proposer le canyon du Colca de cette manière sans y faire le trek? Parce que je trouve qu'on peut faire de très bonnes randonnées sur la partie haute du canyon, donc sur les hauts plateaux, plutôt que de descendre dans le fond du canyon. Voilà, c'est une randonnée qui est assez exigeante. Il y a plus de 1200 mètres de dénivelé négatif, puis 1200 mètres de dénivelé positif. Au jour 4 et 5 du voyage, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de temps en amont pour pouvoir être bien acclimaté pour ce premier trek. Jour 6, on va quitter le canyon du Colca pour rejoindre Puno. Puno qui est donc la ville étape située sur les berges du lac Titicaca. On continue de monter en altitude puisque Puno se situe à 3830 mètres d'altitude.
Là, plusieurs modalités, plusieurs formules. Si on était en privé jusque-là, on part en véhicule privé avec son chauffeur jusqu'au Puno, soit on prend un bus. Donc c'est un grand bus comme on a en Europe d'une cinquantaine de places. C'est un long trajet. C'est une journée qui est assez longue. Il y a plus ou moins 5h30 de route. On continue à faire des arrêts sur le chemin, mais bon, voilà, on commence. Ça fait 3 jours qu'on est dans l'altiplano, donc c'est vrai que ce sont des paysages qui vont vous sembler similaires à ceux que vous avez vus auparavant, donc avec des volcans, des lagunes, des groupes de bigornes sauvages. Pour les personnes qui ont choisi pour la modalité privée, juste avant d'arriver à Puno, il est possible de visiter les tours funéraires de Silustani. Et donc on arrive à Puno pour y passer la nuit. Jour numéro 7, on part sur le lac Titicaca, 3830 mètres. Alors, pour le lac Titicaca, idem, il y a plusieurs formules et plusieurs modalités. Pour les aventuriers, il est possible de faire du kayak pour rejoindre les îles flottantes des Ouros. Il est possible de faire de la randonnée depuis les berges du lac ou tout simplement de prendre un bateau pour aller rejoindre les îles Ouros et puis les îles Amantani et Takile. Personnellement, je préfère proposer les berges du lac parce que les îles flottantes des Ouros sont devenues aujourd'hui extrêmement touristiques. Elles sont je pense qu'il y a toujours une partie des îles qui sont authentiques, mais la plupart d'entre elles aujourd'hui sont vraiment maintenues pour le tourisme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de pas trop promouvoir. Alors que quand on se rend sur les berges du lac, on va passer vraiment à travers de petits villages qui sont très très peu fréquentés par les touristes. D'ailleurs, on n'y voit quasiment personne. On peut faire de très belles randonnées. Quand le ciel est dégagé, on voit la cordillère royale bolivienne et on se retrouve généralement en randonnée à marcher avec un berger et ses moutons. Ben voilà, c'est vraiment une expérience qui va être bien plus authentique que de se rendre sur les îles. De là, on passe la nuit chez l'habitant. Alors, c'est sommaire. C'est plus sommaire qu'un hôtel, puisqu'il n'y a pas de chauffage dans les chambres et la salle de bain, elle est souvent partagée dans le sens où elle n'est pas propre à votre chambre. Elle peut être en dehors de votre chambre, dans une autre pièce de la maison. Il y a il y a plusieurs types de maisons d'habitants. Il y en a qui sont plus ou moins confortables. Donc c'est vrai que si c'est quelque chose qui peut faire peur un petit peu à vos voyageurs, voilà, on a des maisons qui sont quand même plus confortables que d'autres, mais qui vont permettre d'avoir cet échange humain. Jour numéro 8 sur le lac Titicaca. Donc on a passé la nuit chez l'habitant, on va se réveiller, on passe la matinée soit sur les berges, soit sur l'île, aux alentours finalement de la maison où vous avez passé la nuit. Donc au programme, ce sont encore de la randonnée. On passe peut-être d'une île à une autre en bateau et puis on rentre sur Puno pour récupérer nos bagages et y passer la nuit. Jour numéro 9, on va prendre la route du soleil qui permet de relier Puno à Cusco, le berceau de la civilisation Inca. Cusco est situé à 3400 mètres d'altitude, mais en chemin, on va passer un col, de nouveau, qui est assez haut, à plus de 4000 mètres. C'est une longue journée qui peut faire peur sur le papier, puisque c'est écrit que le départ se fait vers 7h du matin et on arrive à Cusco vers 17h, 17h30. Mais, selon moi, elle est beaucoup plus douce. Elle paraît beaucoup moins longue que le trajet entre le canyon du Colca et le lac Titicaca. Pourquoi? Parce que sur ce trajet, on va faire beaucoup d'arrêts-visites. On va quitter Puno et au bout de 1h30, 2h, on va faire un premier arrêt-visite. On reprend le véhicule, 1h30, 2h de trajet, on refait une visite, etc. jusqu'au Cusco. Donc la journée, elle est scindée en plusieurs arrêts, ce qui permet de ne pas sentir le trajet. Ce trajet peut se faire de différentes modalités, soit en bus touristique, c'est un bus qui est finalement vachement confortable puisqu'il y a de la Wi-Fi à bord, ce sont des sièges qui sont inclinables à 140 degrés, c'est un guide anglophone qui vous accompagne pour les visites et le déjeuner compris. Soit on peut le faire en véhicule privé, donc c'est un véhicule qui vient vous chercher depuis Cusco, qui va faire les mêmes arrêts-visites. Maintenant, à la différence du bus, c'est que ce ne sont pas des sièges inclinables, il n'y a pas forcément de Wi-Fi. Et un guide francophone vous retrouve à Rakchi pour faire les dernières visites. Et le déjeuner est prévu chez l'habitant. Et la dernière modalité se fait par train, c'est un train Peru Rail, donc un train touristique. À la différence des deux premières modalités, c'est un train qui fait de gare à gare, porte à porte, donc il n'y a pas d'arrêt.
Maintenant, c'est un train qui offre à bord un déjeuner. Je sais qu'il y a des spectacles de danse et de musique traditionnelle. Et puis, il y a un wagon panoramique. Voilà, c'est peut-être le plus confortable des 3 modalités. Maintenant, attention, c'est pas un train qui circule tous les jours. Il y a des jours de circulation. On arrive à Cusco, 3400 mètres. On est arrivé donc la veille. Ce matin, pour la première journée, on va découvrir la capitale Inca à pied avec donc un guide privé. Généralement, on passe par la place d'Armes, on peut aller jusqu'au marché, on visite la cathédrale et éventuellement le temple du Coricancha. Et moi, j'apprécie laisser l'après-midi libre. Pourquoi ? Parce que c'est une ville qui est le centre historique est petit, c'est une ville qui est super sympa pour se promener dans les rues. Il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de cafés. C'est très sûr. Voilà. Et donc, et ça tombe bien au jour 10 du voyage, finalement, d'avoir un peu de repos aussi dans ce voyage qui, malgré tout, est assez fatigant puisque c'est un voyage en montagne. Jour 11, on part pour la vallée sacrée. Donc là, on redescend en altitude. La vallée sacrée, c'est toute cette zone qui se situe entre Cusco et le Machu Picchu. J'aime la proposer sur 2 journées. Donc pour cette première journée, on va commencer par visiter les ruines de Pisac et on termine par les ruines d'Ollantaytambo. Nous, la vallée sacrée, Machu Picchu, on ne le propose qu'en service privé, toujours. Donc avec un guide privé et un véhicule avec un chauffeur. J'apprécie proposer les ruines de Pisac et Ollantaytambo avant le Machu Picchu puisque ça permet aux voyageurs d'avoir une introduction sur ces grosses constructions Inca avant d'arriver au Machu Picchu et d'avoir cet effet waouh. Et on passe la nuit à Ollantaytambo et non à Aguascalientes. Je préfère faire dormir mes voyageurs à Ollantaytambo plutôt qu'à Aguascalientes. Aguascalientes est un village touristique. Il y a que des hôtels, que des restaurants, le Petit Paris, restaurant chinois, restaurant mexicain. Donc ça n'a plus rien d'authentique. Je préfère honnêtement faire dormir mes voyageurs à Ollantaytambo, qui est un petit village de la vallée sacrée, qui a beaucoup de charme. Voilà. Et puis ça permet aussi de garder la chambre 2 nuits d'affilée pour pouvoir laisser les bagages. Jour 12, donc on arrive enfin au Machu Picchu. Curieusement, le Machu Picchu est encore plus bas que la vallée sacrée. Ça surprend souvent. Donc, le Machu Picchu est situé à 2430 mètres d'altitude. Là, je vous ai détaillé un petit peu comment se déroule cette journée, parce que c'est pas souvent très clair. Donc, si on a logé à Ollantaytambo la veille au soir, la première chose à faire, c'est de prendre le train pour Aguascalientes. Généralement, j'opte pour le train de 7h40 du matin qui vous fait arriver à Aguascalientes sur les coups de 9h30, 9h20, 9h30, plus ou moins. Arrivé à Aguascalientes, on prend les navettes pour le Machu Picchu, les navettes qui prennent environ 20 minutes pour monter jusqu'à la porte du Machu Picchu. Et de là, on fait une visite guidée de 2h30 à 3h avec son guide. Donc c'est généralement le même guide qui a accompagné la veille et l'avant-veille à Cusco et sur la vallée sacrée. Ou ça peut être également un guide de site, donc un guide propre au Machu Picchu. C'est une visite de 2h30 puisque depuis 2020 et maintenant depuis le 1er juin 2024, de nouveaux circuits ont été mis en place, de nouveaux itinéraires. Et ces itinéraires permettent d'avoir un temps permanent sur le Machu Picchu de 2h30 à 7 heures de permanence. Mais attention, ceux qui proposent 7 heures de permanence, c'est généralement avec une ascension de montagne. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qu'on peut en discuter avec les voyageurs pour leur expliquer les différents tickets, les différents itinéraires qui sont possibles. Une fois la visite du Machu Picchu terminée, on reprend la navette pour descendre et on prend le train pour Ollantaytambo. Le train part vers 3h de l'après-midi et on arrive à Ollantaytambo vers 17h30 plus ou moins. Et on passe la nuit dans la vallée sacrée au même hôtel à Ollantaytambo. Jour 13, deuxième journée dans la vallée sacrée. Donc, pour cette journée, on part découvrir les salines de Maras, les terrasses agricoles de Moraï. On passe par le village de Chinchero où on y déjeune et puis on propose quelques activités chez l'habitant. Généralement, c'est pour en savoir plus sur le tissage, puisque Chinchero est un village réputé pour son art textile. De même, ça se fait en véhicule privé avec toujours le même guide et puis on rentre dormir à Cusco. Dans la vallée sacrée, globalement dans la région de Cusco, il y a beaucoup d'alternatives ludiques, sportives qu'on peut proposer.
du VTT, des balades équestres, des randonnées, du kayak, du rafting. Enfin voilà, il y a énormément d'expériences, d'activités qui sont peut-être plus ludiques pour des familles que de voir que des ruines et des grosses pierres. Jour 14, c'est notre dernier jour au Pérou et donc on prévoit de prendre un vol domestique Cusco-Lima avec comme idée de faire une connexion avec le vol international. Alors si je prends par exemple les vols Air France qui partent à 18h, il s'agirait de prendre un vol Cusco-Lima qui part vers midi et demi et qui arrive à 14h pour ainsi avoir les 4 heures d'escale à l'aéroport de Lima avant de prendre son avion. Pour finir, je vais vous parler de nos démarches responsables. Donc, face aux enjeux du réchauffement climatique et des impacts du tourisme de masse, notamment au Pérou, notre conception du voyage elle a commencé à évoluer en 2018 pour aboutir en 2019 avec notre première certification. Donc, on a obtenu en 2019 le label responsable TourCert après un audit de 2 mois par un institut qui accompagne les agences de voyage et tous les acteurs du tourisme en général à implémenter des pratiques durables dans leur entreprise. TourCert, c'est un institut allemand qui analyse les performances sociales, environnementales, économiques des acteurs du tourisme. Donc, on a été évalué à 360 degrés sur la gestion de notre entreprise, notre conso d'eau, par exemple, d'électricité, mais aussi sur la mise en place de pratiques au sein de l'entreprise et aussi sur la production qu'on propose à nos clients, qu'elle soit plus respectueuse de notre environnement, des populations locales et aussi sur le choix de nos fournisseurs qui doivent eux aussi respecter tous ces principes. En soi, ce n'est pas la certification qui est importante, mais plus le travail qui a été effectué durant l'audit et le travail qu'on prévoit d'effectuer à moyen et à long terme et qui vise à changer notre manière de travailler, nos pratiques, etc. Nous savons que le tourisme est polluant, mais nous pouvons chacun, à notre échelle, apporter une pierre à l'édifice. Et c'est pourquoi on s'est entouré aujourd'hui de fournisseurs, de prestataires qui ont les mêmes valeurs que nous. Des prestataires qui participent dans des projets environnementaux ou socio-économiques locaux, des prestataires qui emploient des femmes, des seniors, des personnes en difficulté. Ce sont généralement des petites entreprises familiales, 100% péruviennes. On est signataire du code de conduite ESNA, donc c'est un code qui vise à lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et des ados au Pérou. Et c'est vrai qu'on a fait plusieurs donations par le passé. Alors ça a commencé en 2017-2018 par des petites donations à l'association Sol y Luna, qui est une association qui vient en aide aux jeunes et aux enfants de la région de Cusco. Elle offre un toit et une éducation aux enfants qui peuvent avoir un handicap ou qui ont des problèmes familiaux, par exemple. En 2020, on a même parrainé une année scolaire d'un des enfants de l'association Sol y Luna. En 2019, on a fait une sorte de donation prêt 50-50 auprès d'une communauté sur le lac Titicaca, donc ce qui leur a permis de s'acheter des matelas, des peintures, des draps, des bouillottes. Et en contrepartie, ils ont reçu nos voyageurs et ils continuent de recevoir aujourd'hui nos voyageurs. Cette année, on a fait une donation à l'association Valle Sagrado Verde. C'est une asso qui mène des actions de préservation et sensibilisation des aires naturelles de la vallée sacrée. Ça passe par de la reforestation, des brigades anti-incendie et de la sensibilisation au recyclage et voilà, à la préservation de l'environnement. Là, je vous ai mis quelques exemples de nos prestataires qui ont les mêmes valeurs, ce même respect envers le patrimoine et puis l'environnement. Et enfin, ça passe aussi par notre discours engagé. Donc moi, quand je parle avec mes voyageurs en direct ou Shirley avec les agences, il faut savoir dire non. Et moi, je n'ai pas peur de dire non à mes voyageurs quand ils me demandent des choses nous ne souhaitons pas réaliser. Des voyages express, par exemple. Tout faire en 7 semaines, c'est non. Accumuler 5 vols domestiques sur un voyage de 2 semaines, c'est non. Voilà. Donc on sait faire la part des choses. Si vous nous demandez un voyage express, ce ne sera pas avec notre agence. Deuxième point, nous avons supprimé plusieurs expériences de notre catalogue, des expériences qui sont un peu sujettes au tourisme de masse. Victimes du tourisme de masse, notamment l'oasis de la Huacachina ou la montagne arc-en-ciel. Si vous nous la demandez, c'est quelque chose qu'on ne propose pas.
Par contre, on est force de proposition puisqu'on propose de belles alternatives à donc ces expériences qui ont été supprimées. Par exemple, l'oasis de la Huacachina, il y a d'autres oasis qui sont toujours naturelles, qui sont peu fréquentées. Idem pour la montagne Arc-en-Ciel. Généralement, on propose Vinicunca. Nous, on va vous proposer une alternative Palcoyo, qui est bien moins touristique. Et de manière générale, donc, c'est de faire moins pour faire mieux. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette présentation vous a plu et a été constructive. N'hésitez pas à nous contacter par email à contact@terra-peru.com. Vous pouvez aussi vous promener sur nos sites internet. Le site français est déjà très complet et nous sommes en train de travailler sur un site en anglais et en espagnol. Merci.